Hello tout le monde, bienvenue dans ce live, dans ce café hebdo graines de conscience. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Je vais attendre que vous arriviez, vérifier que tout fonctionne comme d'hab. Et bienvenue aux personnes qui nous regardent en replay, qui regarderont le début de ce live en replay. Et n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, toujours à faire un petit coucou, à commenter. Je vous répondrai toujours et je vous saluerai toujours. Ce sera un plaisir de savoir que vous êtes passé sur le live. Alors, touc, 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 touc. Je vous vois toujours pas, comme d'habitude. Alors Lydie, je te dis bonjour, mais je vois pas ton commentaire sur mon téléphone. Je te vois sur mon ordinateur. Ok. Salut Bérangère, bienvenue à vous. Je vous laisse le temps d'arriver. Salut Anna, j'espère que ça va. Ethan, tu sais qu'on t'entend beaucoup. Hello Marianne. Salut Claire de la Réunion, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée, j'avais quelques minutes de retard pour pas changer. Et du coup, on va démarrer pour être sûr d'essayer de tenir dans le timing de nos 30 minutes que j'ai toujours du mal à tenir. Comment allez-vous déjà, juste avant qu'on démarre, mesdames ou messieurs, d'ailleurs, qui êtes peut-être là. Je vais regarder. Hello Magali, bienvenue sur ton premier live Graines de conscience. Bienvenue à toi, ravie de t'avoir ici. Magali qui fait de la psychogénéalogie en plus, donc c'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, je regarde juste vos commentaires pour m'assurer que tout va bien de votre côté, vous m'entendez, que vous allez bien. Et ensuite on démarre. Alors, c'est bien, vous êtes matinales, mesdames, en ce jour de grève, ce qui n'est pas forcément simple avec les enfants, j'imagine, les transports, tout ça, tout ça. Sandrine, tu vas bien? Super! Ravie aussi que tu sois là. Bon, je vois pas vos commentaires arriver, alors je vais démarrer. Du coup, le thème de cette semaine, de ce café, c'est eh bien, le transgénérationnel chez l'enfant adopté. Alors dans le titre, j'ai rajouté intérieur entre guillemets parce que c'est vrai que moi je parle des adultes dans les accompagnements puisque moi j'accompagne les adultes, mais dans le travail que je fais avec les adultes, en fait, je vais travailler sur l'enfant intérieur. Donc du coup, forcément, l'enfant intérieur est un enfant qui a été adopté puisque l'adulte a été adopté. Donc le transgénérationnel chez l'enfant adopté. J'avais envie d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'il n'est pas forcément simple, il n'est pas anodin et finalement, il n'est pas forcément encore très fréquent, mais il va l'être de plus en plus puisque vous savez que bien le nombre de couples qui malheureusement sont contraints, ou heureusement pour ces enfants-là aussi parfois, sont contraints de recourir à l'adoption. Et bien forcément, dans nos cabinets, dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être concernées par l'adoption, soit parce que eh bien, ils auront eux-mêmes été adoptés, soit parce qu'ils auront des frères et sœurs adoptés, soit parce qu'ils viendront en ayant des enfants qu'ils ont adoptés. Et donc, le sujet de l'adoption eh bien, va forcément arriver de plus en plus fréquemment sur la table dans nos séances. Salut Sylviane, j'espère que tu vas bien. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir, alors forcément, en 30 minutes, on va aller dans l'essentiel, mais quelle est l'influence en fait du transgénérationnel pour ces personnes-là? Puisque ces personnes ont deux familles, une famille biologique et une famille adoptive. Et comment tout ça, ça interagit finalement et comment on peut aller travailler sur l'aspect transgénérationnel. Et si on travaille sur le transgénérationnel, je vais avoir du mal, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Si on travaille sur le transgénérationnel, eh bien,
de quel côté on va travailler. Est-ce qu'on va travailler du côté de la famille adoptive? Est-ce qu'on va travailler du côté de la famille biologique? Est-ce qu'on va travailler sur les deux, donc sur les quatre lignées familiales finalement? Salut Gaëlle, bienvenue à toi. Donc vous savez que ma spécialité, c'est que je travaille sur l'enfant intérieur et sur les blessures de l'enfant intérieur. Donc sur les blessures qu'il porte liées à son vécu, mais aussi sur les blessures qu'il porte qui sont liées à ce qu'il porte de son transgénérationnel. Donc on est amené à travailler avec l'enfant intérieur sur le transgénérationnel aussi. Et quand j'ai accompagné des adultes qui étaient des enfants adoptés, eh ben, j'ai pu expérimenter que c'était particulier en fait, que c'était travailler avec leurs enfants intérieurs, c'était pas la même chose que travailler avec les enfants intérieurs de personnes qui n'ont pas été adoptées, parce que justement, cet enfant intérieur, il est lui aussi, et même plus que l'adulte, en lien avec et une famille biologique et une famille adoptive. Alors, juste, je voudrais repréciser, je le fais à chaque fois, vous le savez, c'est ce que je vous partage dans ces cafés, c'est ma compréhension des choses et j'allais dire c'est ma vérité. C'est un sujet qui est sensible, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est surtout à travailler de la manière qui vous semble le plus juste pour vous et puis surtout d'accompagner votre client en fonction de qui il est, de son histoire et de ce que vous percevez en fait. Toujours être connecté, être dans cette connexion à l'autre pour savoir sur quel terrain on peut aller ou pas. On va en parler après. Et pour moi, il faut en plus faire attention parce que chaque situation est différente et peut faire travailler en fait ça peut faire varier, chaque situation va pouvoir faire varier la manière dont on va accompagner la personne, selon l'âge auquel elle a été adoptée, notamment s'il est passé ou pas par des structures d'accueil avant d'être adopté, donc d'une famille biologique à des structures d'accueil, à une famille adoptive. S'il a été adopté tardivement aussi, cet enfant, parce que, par exemple, il a perdu ses parents, c'est pas forcément les mêmes circonstances à chaque fois qui donnent lieu à une adoption. Et ça, c'est à nous aussi en tant que thérapeute de s'adapter à ces situations qui sont individuelles. Donc là, on va rester sur une appréhension, on va dire, générale de la situation. Et du coup, on peut se demander, ce que je vous disais au départ, c'est salut, j'allais dire Daniel, n'importe quoi. Salut Damien, bienvenue. On peut se demander, eh bien, est-ce qu'il faut travailler sur la famille adoptive? Est-ce qu'il faut travailler sur la famille biologique? Moi, je dirais que dans l'absolu, il faut travailler, c'est pas il faut, c'est dans l'absolu, les deux familles sont intéressantes à aller explorer, c'est-à-dire en fait d'aller explorer les 4 lignées. Pourquoi? Eh bien parce que dans la famille biologique se loge finalement tout ce qui touche à l'épigénétique et se loge tout ce qui touche à l'inconscient familial. C'est-à-dire que cet enfant, même s'il n'a pas connu ses parents ou qu'il n'a pas connu sa famille biologique, eh bien il hérite malgré tout d'un certain nombre de choses via l'épigénétique, donc au niveau des gènes, au niveau de son ADN. Alors, encore une fois, je ne maîtrise pas toute l'épigénétique, mais en tout cas, aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur l'épigénétique nous disent qu'effectivement, on retrouve dans l'ADN les marqueurs des traumatismes des aïeux et que ces marqueurs sont d'autant plus marqués qu'on descend dans les générations. Donc une arrière-grand-mère qui vit ou un arrière-grand-père qui vit un traumatisme, eh bien c'est son arrière-petit-enfant qui va avoir le marqueur génétique le plus fort du traumatisme. Donc il l'a comme en lui. Donc ça, c'est dans la famille biologique, cet aspect épigénétique. Il y a également l'inconscient familial. On en parle souvent dans les lives, vous savez qu'on est tous reliés, qu'il y a un inconscient collectif. Et il y a différentes strates. Il y a un inconscient collectif plus global, alors qui peut être aussi
culturel, sociétal, religieux, donc il est dans différentes sphères. Et puis il y a aussi un inconscient collectif familial qui fait qu'au sein d'une même famille, on est tous reliés et on perçoit des choses, on reçoit des choses qui se passent de manière totalement inconsciente. Et pour moi, cet inconscient familial, il existe toujours, excusez-moi, je ne vois plus vos commentaires, il existe toujours, même quand on n'a plus de lien avec sa famille adoptive. Donc, du côté de la biologique, pardon. Donc, du côté de la famille biologique, on a le poids de l'épigénétique, et puis on a aussi le poids de cet inconscient familial. Et de l'autre côté, on a la famille adoptive, je vais essayer de plus me tromper, on a la famille adoptive, et dans cette famille adoptive, eh bien, on va trouver quoi? On va trouver les inconscients individuels qui sont reliés aussi. Alors, c'est pas de l'inconscient familial, c'est des inconscients individuels qui sont reliés parce qu'ils cohabitent et parce que les individus sont reliés entre eux. De la même manière que on est relié d'inconscient à inconscient à notre conjoint, alors qu'on n'est pas de la même famille biologique, où on est relié d'inconscient à inconscient à nos amis, et puis les uns avec les autres de manière générale. Et ça, on le retrouve du coup dans la famille aussi adoptive. Et puis dans la famille adoptive, il y a tout ce qui est en lien avec l'intergénérationnel qui s'inscrit dans le transgénérationnel finalement, puisque l'intergénérationnel, vous vous rappelez, c'est de génération en génération, ce sont des générations en fait qui se côtoient. Alors que le transgénérationnel, on peut du coup être amené à travailler sur des générations qui ne se sont pas côtoyées. L'intergénérationnel, ça a un impact au sein de la famille adoptive et donc pour l'enfant adopté, puisque les croyances, les blessures, les mécanismes de défense, les banalisations, les refoulements, les projections, les transferts, tout ça, ça va se retransmettre de génération en génération, des scénarios répétitifs également. Et du coup, l'enfant adopté, même s'il ne vient pas biologiquement de cette famille, eh bien forcément, il hérite aussi de tout ça, puisqu'il est élevé finalement au milieu de tout ça. Magali, tu dis, il y a une formation MOOC en épigénétique, enfin MOOC, en épigénétique qui débute le 15 février, gratuite pour avoir plus d'infos et si volonté de certification, elle devient payante. Super, merci pour l'info Magali, merci beaucoup. Donc finalement, ce qu'on explore, vous voyez que ce qu'on explore habituellement pour un individu au sein d'une famille se trouve partagé dans deux sphères différentes, dans deux familles différentes. Un individu, généralement, on va aller travailler sur ce qui est plutôt de l'ordre, enfin tout ce qui a trait à l'épigénétique, à l'inconscient familial, aux inconscients individuels reliés, à l'intergénérationnel. Tout ça, ça va se faire au sein d'une même famille. Là, finalement, pour l'enfant qui est adopté, ou l'adulte qui a été un enfant adopté, eh bien, les chemins vont se séparer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, selon ce qu'on veut aller travailler, c'est plus dans la même sphère. Il y a une partie qui va se trouver dans la famille adoptive et une partie qui va se trouver dans la famille biologique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, dans l'absolu, c'est intéressant d'aller travailler sur les deux. Mais attention, parce que pour explorer le transgénérationnel côté biologique, pour moi, il faut être super vigilant. Parce que des fois, en tant que thérapeute, voilà, on a tous nos outils, on sait ce sur quoi on veut travailler, on sait qu'il y a des choses qui viennent de là. On ressent aussi intuitivement qu'il y a des choses à aller travailler de tel ou tel côté, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour la personne. Parfois, on perçoit des choses, on voit où sont les peurs, on voit où sont les blocages, on voit où sont les blessures, et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la personne d'aller les voir, en tout cas pas forcément maintenant, pas au rythme où nous, en tant que thérapeute, on voit les choses. C'est notre client qui sait mieux que nous aussi où il peut aller, et c'est à nous de faire en sorte qu'il puisse y aller éventuellement. Salut Maria, pas de souci.
Donc attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'adoption, c'est pas quelque chose d'anodin et ça peut être un véritable traumatisme pour un enfant. Encore une fois, je vous le disais au départ, il y a différentes façons ou différentes circonstances qui vont entourer l'adoption. L'adoption, elle peut impliquer un abandon au sens littéral du terme, ce qui est extrêmement violent pour l'enfant, quel que soit son âge. Cette adoption, elle peut impliquer la perte d'un parent dans un contexte où peut-être la famille n'a pas pris la tutelle de l'enfant. Donc il y a aussi abandon, rejet, décès, deuil, donc ça c'est difficile. Et puis souvent, je ne sais pas si vous avez accompagné des personnes qui ont été adoptées, ce sont des personnes qui sont en perte de repère identitaire. Et ça c'est hyper violent parce que il y a une part de leur histoire souvent qu'ils ne connaissent pas, à laquelle ils n'ont pas accès, et ça c'est très compliqué pour eux. Et du coup, aller travailler sur l'aspect biologique, sur la famille biologique, c'est pas hyper sécure pour ces gens-là. Donc c'est important en tant qu'accompagnant, eh bien qu'on s'assure quand on veut aller, ne serait-ce qu'échanger sur ce terrain-là, de s'assurer que la personne elle est en sécurité émotionnelle. D'autant plus que très souvent, ce sont des personnes qui sont dans un contrôle extrême, contrôle d'elles-mêmes et contrôle de leur environnement extérieur. Parce qu'elles sont dans une hypervigilance. Pourquoi? Parce qu'elles sont en profonde insécurité, liée justement à cette adoption, à cet abandon ou à cette perte des parents. Une grande insécurité qui amène à un grand contrôle. Et puis la peur profonde d'être rejeté, de pas être aimé. Sans compter tout ce qu'il y a derrière l'adoption, quand on accompagne des personnes adoptées, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Alors là, on sort du cadre transgénérationnel, mais j'ai envie de le mentionner parce que c'est important pour montrer à quel point c'est difficile pour ces personnes-là aussi. C'est pas le même accompagnement que tout le monde. C'est des gens qui peuvent... c'est vrai que souvent on présente l'adoption comme quelque chose de magnifique, hyper altruiste, et puis ça permet de sauver des enfants qui auraient été orphelins, etc. Ou en tout cas de les prendre en charge, ils sont aimés, etc. Mais même aimés, même adoptés par une famille aimante, c'est des enfants qui souffrent, c'est des enfants qui subissent une situation. Moi je me souviens d'un monsieur que j'accompagnais et qui avait eu une famille aimante et qui me disait, ça pouvait paraître paradoxal de l'extérieur, mais je comprends, il me disait... Mais eux, je ne les ai pas choisis. Alors, sa famille biologique non plus, il ne l'a pas choisi et il ne l'aurait pas choisi s'il avait vécu avec. Mais là, c'était comme s'il subissait et qu'il avait été déshumanisé, en fait. C'est-à-dire que la société avait décidé pour lui qui seraient ses parents, comme si on le prenait et puis qu'on le mettait quelque part. Et finalement, il se sentait déshumanisé, comme objetisé. Et du coup, il était très en colère contre sa famille adoptive et puis contre le monde en général. Pas parce qu'il n'avait pas été aimé, mais parce qu'il avait la sensation de subir, en fait, d'avoir subi, de ne pas avoir eu le choix. Choix, encore une fois, qu'il n'aurait pas eu de toute façon avec nos familles. On n'a pas le choix, on les prend telles qu'elles sont. Et on est dedans et on choisit pas ces familles, même si sur un plan spirituel c'est discutable, mais en tout cas d'un point de vue plus matérialiste, ce sont des personnes qu'on ne choisit pas, mais ils ont cette sensation encore plus de pas avoir choisi, et puis ils ont honte aussi, parfois honte de ressentir autant de colère, de ressentir l'envie de couper avec leur famille adoptive alors qu'ils ont été aimés, mais parce qu'en fait c'est pas lié à la famille, c'est lié à ce qu'ils vivent émotionnellement à l'intérieur. Je vois toujours pas vos commentaires sur mon PC, sur mon téléphone, c'est embêtant. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir plus que ça, donc ça va. Donc c'est important de placer la personne en sécurité parce que donc ces personnes qui sont dans l'hyper-contrôle d'elles-mêmes, l'hyper-contrôle de leur environnement, parce qu'en insécurité profonde, parce que peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, eh bien, si on vient
leur mettre en face ce qu'elles ne connaissent pas, si elles n'ont pas d'informations sur leur famille biologique, ce qui est souvent le cas, eh bien on va venir justement les mettre encore plus en insécurité, les mettre encore plus dans une perte d'identité, dans une perte de repères identitaires, ou réveiller encore plus eh bien, la colère, la frustration liée au fait que je ne connais pas ces informations. Donc pour moi, c'est important de baliser le terrain avant de commencer à évoquer tout ça pour s'assurer que la personne est prête. Il y a des... Encore une fois, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être au contraire très dans l'envie de travailler là-dessus parce que envie de connecter à cette part de leur histoire, envie de peut-être découvrir des choses à travers... on peut utiliser les protocoles notamment d'hypnose humaniste pour aller connecter du coup à notre arbre généalogique, aller travailler dessus, etc., aller prendre des informations. Il y a des personnes qui vont avoir très envie, mais il y a des personnes pour qui ça va être au contraire compliqué. Donc c'est important pour moi qu'on balise en tant que thérapeute le terrain pour s'assurer que la personne est prête. Et ça implique du coup, avant d'aller travailler sur le rapport émotionnel qu'a la personne avec son adoption et avec son éventuel abandon ou la perte de ses parents, en tout cas avec le contexte qui a fait que la personne a été adoptée derrière. Du coup, moi j'aurais tendance à dire que, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, de faire plutôt le focus sur la famille adoptive, d'autant plus qu'elle contient, cette famille adoptive, on le voyait tout à l'heure, l'intergénérationnel. Donc elle contient aussi la reliance des inconscients individuels au sein de cette famille, même si c'est une famille qui n'est pas totalement biologique. Ça permet de travailler sur les croyances, ça permet de travailler sur tout ce qui s'est transmis, les schémas répétitifs, les mécanismes, encore une fois, de défense, les projections, les transferts, tout ce qui a pu, toutes les dynamiques inconscientes en fait qui sont en mouvement dans la famille, on peut travailler dessus en travaillant sur la famille adoptive. Et c'est souvent là que se logent les freins, les blocages pour les personnes qu'on accompagne. Et puis, très souvent, l'adoption, elle a eu lieu à un jeune âge. Alors, il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais très souvent, elle a eu lieu à un jeune âge. Et comme elle a eu lieu à un jeune âge, eh bien, justement, c'est avec cette famille que la personne s'est construite dans sa personnalité. C'est avec cette famille qu'elle a traversé les différents stades de construction de la personnalité de l'enfant, qu'on parte du tout petit nourrisson qui vient de naître jusqu'au grand enfant, vous savez, à peu près entre 7 et 14 ans. Eh bien là, c'est là toute cette période où se construit la personnalité. Il y a l'intra-utérin, vous le savez aussi, mais ça fait quand même des phases majeures qui ont été traversées avec la famille adoptive, et le fait de travailler sur la famille adoptive permet déjà d'aller travailler sur un certain nombre de choses. Salut Emmanuel, pas de soucis, tu regarderas en replay. Sandrine, tu dis surtout qu'on découvre de plus en plus de scandales autour des enfants volés en Espagne, en Asie, au Guatemala par exemple. Les enfants de la Creuse. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de scandales, et puis il y a des, oui, et puis il y a des histoires compliquées. Le monsieur dont je vous parlais que j'ai accompagné, je me souviens vraiment de lui parce que c'était quelqu'un qui souffrait énormément de manière non consciente parce que il n'arrivait pas à forcément voir toutes ces souffrances effectivement qu'il avait enfouies, qui étaient contenues dans son enfant intérieur. Et puis il avait beaucoup de problèmes relationnels avec son propre enfant biologique, parce qu'en fait cet enfant biologique venait percuter son enfant intérieur adopté. Donc cette confrontation de son enfant intérieur adopté avec cet enfant biologique, c'était compliqué pour lui. Et c'était tout le travail qu'on faisait, c'était que j'essayais de lui faire prendre conscience justement que ces difficultés relationnelles avec son fils, elles étaient en réalité en action parce que son propre enfant intérieur adopté ne supportait pas d'être en lien avec un enfant
un enfant biologique. Donc ça rendait les relations très compliquées. Mais je me souviens particulièrement de ce monsieur parce que il avait été abandonné tout bébé dans un pays d'Asie justement. Je sais plus quel pays c'était. C'était il y a quelques années que je l'ai rencontré. Et avec sa sœur, ils ont été adoptés par la même famille. Mais en fait, ça a été des adoptions qui ont été faites un peu à l'arrache. Donc, il ne savait pas comment il s'appelait. Il ne savait pas sa date de naissance. Donc, en termes de perte d'identité, justement, comme je vous disais, de perte de repère identitaire, on était vraiment sur un cran très élevé parce qu'on lui avait attribué une date de naissance au hasard. Il n'était même pas sûr d'avoir l'âge qu'il avait officiellement. Et tout ça, c'était très compliqué pour lui à vivre. Il avait d'ailleurs du mal à se connecter à son enfant intérieur parce qu'il ne savait même pas vraiment quel était son enfant intérieur à lui. Donc c'était difficile. Tout ça pour dire que du coup, je pense que c'est important de faire attention, comme on peut avoir parfois tendance, encore une fois, à avoir envie d'aller explorer les champs où on sait que ça a un impact sur la personne. C'est pas forcément une bonne chose pour cette personne-là, en tout cas pas forcément à ce moment-là, et c'est important pour nous eh bien d'aller baliser ça. Je pense que je vous ai dit, purée, c'est la première fois que je tiens un live sur 30 minutes, oui. Je suis fière de moi. Est-ce que vous auriez des questions pour que je dépasse mon timing avant qu'on passe sur Zoom? Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder si je les vois apparaître de l'autre côté. En attendant de voir vos questions, je vous rappelle que pour les personnes parmi vous qui sont thérapeutes, donc uniquement les thérapeutes, pas les coachs, pas les particuliers, uniquement les thérapeutes, les personnes qui font de l'accompagnement individuel, eh bien je vous propose après chaque café, donc là tout de suite, vous avez le lien au-dessus ou en dessous, de me retrouver sur Zoom pour une session de mentoring, supervision. C'est-à-dire que vous venez et puis peut-être que vous avez des cas que vous avez envie de me partager, des cas passés, des cas actuels, où vous avez envie d'avoir un regard, d'avoir un échange sur la manière d'accompagner cette personne, ou peut-être que vous avez envie de partager tout simplement votre expérience. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est offert. C'est un moment offert, on en a pour 3/4 d'heure, 1 heure. Donc vous êtes les bienvenus. Claire, ça te fait rire. Claire, t'es pas là depuis beaucoup de lives, mais tu as remarqué, je n'arrive jamais à tenir. Là, j'ai tenu. Pas de questions? Anna, si pour une personne dont le père ne serait pas le père, mais tabou d'adultère, même principe? Il faudrait faire un autre live. Alors là, tu as le tabou qui vient s'ajouter. C'est encore salut Féline, pas de souci. Disons que tu viens rajouter une couche compliquée. C'est pas la même chose. Alors, enfin, si tu veux, si, parce que il y a un des parents qui n'est pas le parent. Donc du coup, forcément, au niveau transgénérationnel, biologique, sur l'aspect épigénétique et sur l'aspect inconscient familial, eh bien, il y a une lignée sur les 4 qui devrait être recherchée à l'extérieur. Et tu viens rajouter effectivement la difficulté du tabou qui vient se rajouter à ça. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Mais pas forcément, disons que ce serait plutôt de combiner 2 lives. Un live sur les tabous et un live sur le live qu'on est en train de faire sur justement le transgénérationnel. Mais oui, cette personne dont le père ne serait pas le père, eh bien forcément, du côté paternel, il y a une branche biologique qui pourrait être à aller explorer. Mais encore une fois, c'est aussi, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, sur le fait de faire attention, que la personne soit vraiment prête à aller voir ça, parce que en plus, quand c'est des histoires d'adultère, etc., c'est en plus compliqué. Tu viens rajouter à ça
éventuellement la honte, la culpabilité. Voilà, des fois il y a des terrains où il faut peser le pour, le contre de est-ce que ça va être salvateur pour le client. On sait que très souvent on doit aller traverser des choses difficiles pour pouvoir remonter, pour pouvoir aller connecter à plus d'amour, à son essence, etc. On le sait. Mais parfois, il faut aussi, pour moi, c'est notre rôle d'avoir conscience des limites aussi psychiques de la personne parce que on peut du coup amener la personne dans un état d'insécurité fort qui n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là, quoi. Tu allais poser avec la même question avec les dons de sperme ou d'ovocytes et les conséquences pour l'enfant intérieur. C'est exactement la même chose finalement, Sandrine, parce que l'enfant a une partie de son histoire familiale à laquelle il n'a pas accès, là pour le coup, parce que du coup en plus on est sûr que la personne n'aura pas d'informations. Donc du coup, oui, il y a un côté où on pourrait aller explorer ce côté transgénérationnel biologique. Alors vous le savez, pour celles qui sont dans la formation Libé, du coup, comme l'enfant n'aura pas les informations, on peut aller travailler ça en hypnose humaniste, donc en état de conscience augmenté, pour aller connecter à cet inconscient familial biologique. Là, c'est différent, tu vois, Sandrine, par rapport à ce que disait Anna, c'est que tu rajoutes pas le tabou, la honte, la culpabilité qui peuvent être associés à l'adultère. Donc déjà, t'enlèves une chape de plomb et une difficulté sur le travail pour la personne d'un point de vue émotionnel. Ça sera plus facile d'envisager d'aller faire ce travail-là sur un enfant qui est issu d'un don de sperme ou d'ovocytes que sur un enfant qui est issu d'un adultère. Oui, c'est une perte de repère identitaire qui est très forte. Et ça, c'est hyper important de le... Et je vous conseille un livre si ça vous intéresse. Alors, je crois qu'il coûte très très cher. Parce que je me souviens que j'avais hésité à l'acheter au regard du prix. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Il est très très bien ce livre. Et cette perte de repère identitaire, elle est super importante parce que les personnes, du coup, se sont construites sur des fondations qui ne sont pas solides. Et du coup, si on vient déstabiliser des fondations sur lesquelles elles se sont construites, où elles ont un sentiment de solidité, et que nous, on vient faire ébranler tout ça, là encore, c'est là que ça peut être plus mauvais que bon. Oui, alors ça s'appelle « Renouer avec soi ». Et le sous-titre, c'est « L'enfant adopté devenu adulte ». Et l'auteur, c'est Nancy Newton. J'allais faire une blague. John. Non, Nancy Newton Verrier. V-E-2-R-I-E-R. Tic. Alors, il y a dans la même collection parentalité, c'est la collection parentalité, il y a d'autres livres sur l'enfant adopté. Il y a l'enfant adopté, comprendre la blessure primitive, il y a les souffrances dans l'adoption, attachement et adoption. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis, ce livre est intéressant parce que au-delà de l'enfant adopté, il vient expliquer pas mal de sujets qui peuvent être applicables à des enfants non adoptés, sur justement le besoin de sécurité, à quel point ça peut les séparations peuvent créer des troubles de l'attachement, cette hypervigilance des gens qui justement ont été dans une insécurité profonde quand ils étaient tout petits. Ça explique plein de choses qui sont intéressantes quand on travaille avec des individus et puis particulièrement quand on travaille avec leurs enfants intérieurs.
Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous retrouve dans quelques instants sur Zoom si vous le souhaitez. Et puis sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des envies de sujets, vous n'hésitez pas, soit en MP, soit en commentaire. Des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse. Tous les sujets sont bons en tout cas à me donner. Après, si ça ne rentre pas dans le cadre du groupe, bah, je ne les traiterai pas, je vous expliquerai pourquoi. Mais il n'y a pas de raison, donc surtout, n'hésitez pas. Ah, dommage Gaëlle, bon bah c'est pas grave. Ah bah Bérangère non plus, ok, tant pis, tant pis. Bon bah pour ceux ou celles qui peuvent, je suis là. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, bonne journée à tous. Ciao, ciao.